You know, the biggest warming problem we have is nuclear warming. So they talk all the time about the ocean will rise in 500 years, 1/8 of an inch. Who the hell cares? Et c'est vrai que les glaciers, ça parle pas forcément à tout le monde, je m'en rends bien compte. Ça reste un sujet assez alien. Ils sont loin de nous ici à Paris. Là, je vous montre le plus grand glacier français, la mer de glace. Regardez ce qu'elle est devenue, cette mer de glace. C'est assez fou de voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Et tout comme Marc-André disait que la biodiversité est invisible, et les glaciers, c'est l'inverse. Les glaciers, ils rendent l'invisible visible. L'augmentation des concentrations de CO2, l'augmentation des températures, on ne le voit pas forcément, mais un glacier qui se rétrécit, un glacier qui se raccourcit, très vite, tout le monde comprend. Et donc mon job aujourd'hui, c'est de les étudier, ces géants de glace, c'est d'essayer de comprendre déjà ce qu'ils ont envie de nous dire. Un glacier, c'est pas très bavard, il faut vraiment aller chercher les informations, aller chercher les données. Mais notre rôle en tant que glaciologue aujourd'hui, c'est pleinement de comprendre comment ces glaciers sont en train de réagir au dérèglement climatique. Un glacier comme la mer de glace, c'est super important pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que le peu de glace qu'il reste ici, pour nous, c'est un château d'eau naturel. Tous les étés, gratuitement, les glaciers, très gentiment, ils nous donnent de l'eau. Ils fondent en partie ou parfois en totalité. Et cette eau, elle va servir déjà aux écosystèmes, elle va servir aux activités humaines. C'est déjà de l'eau douce, ce qui est plutôt pas mal. C'est de l'eau qu'on utilise pour boire, pour produire de l'hydroélectricité, pour irriguer nos cultures. En France, l'eau de la mer de glace, elle va jusque dans le Rhône. Et le long du Rhône, on a des parcs nucléaires qui, l'été, ont bien besoin d'être refroidis. Bref, c'est de l'eau qui est vitale aujourd'hui. Et bien évidemment, il n'y a pas de biodiversité si on n'a pas ces ressources en eau. Alors ces châteaux d'eau naturels, aujourd'hui, on est en train de les exterminer. Plus on brûle d'énergie fossile, évidemment, plus on les fait disparaître. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une trajectoire de la mort pour ces glaciers. Dans les Alpes, si on continue sur la trajectoire actuelle, nous allons perdre la quasi-totalité des glaciers des Alpes dans les prochaines décennies. Ça peut aller extrêmement rapidement. Donc regardez bien ce que vous voyez sur cette image, parce que plus jamais vous verrez la mer de glace aussi grosse qu'elle est sur cette vidéo. Ce qui paraît fou quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors les glaces, c'est un peu le jeu des 7 familles. Il y a plein de types de glaces qui peuvent être différentes. Là, je vais vous parler d'un autre type de glace, mais là, je vous emmène tout au nord, dans l'Arctique. Ce que vous allez voir sur cette vidéo, alors vous allez voir, elle dure à peu près 2 minutes, c'est la banquise. Alors la banquise, on n'en a pas ici, il faut la chercher, je pense, en hiver pour qu'elle se forme sur la Seine. La banquise, c'est pas compliqué, c'est l'océan glacial arctique qui gèle en surface pendant l'hiver. La banquise, elle est présente toute l'année dans l'Arctique. Vous allez voir ici, en quelque sorte, la respiration de la banquise. Pendant l'hiver, poup, 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 elle s'étend. Pendant l'été, elle se rétracte. Ça, c'est tout à fait naturel. Et elle occupe une surface gigantesque qui fait à peu près 23 fois la taille de la France en Arctique. Et ce que vous voyez ici, c'est non seulement la saisonnalité de la banquise, mais aussi son âge. Parce que la banquise, elle peut être très vieille, elle peut avoir plusieurs années, et elle sera très blanche ici sur la vidéo, ou elle peut être très jeune, en étant grise claire. Ça, c'est important parce que la banquise, en fait, on la décrit comme les récifs coralliens de l'Arctique. Alors je dis ça sous le regard d'experts, mais cette banquise, en fait, plus elle est âgée, plus le phytoplancton va s'accrocher sous cette banquise. Donc quand on soulève des blocs de banquise âgés, en fait c'est tout vert dessous. C'est super bizarre. Et en fait c'est vraiment un des débuts de la chaîne alimentaire sous-marine qui s'accroche à cette banquise par-dessous. Le souci, c'est que cette banquise, elle est en train d'être bouleversée, elle aussi, par le changement climatique. Alors elle n'a pas de bol. Elle est en contact avec de l'air qui se réchauffe. Elle est en contact avec un océan où il y a carrément des canicules sous-marines au niveau de l'Arctique. Et donc, elles font vraiment parler de boue. Et là, vous voyez que la métamorphose est vraiment en train de se produire. On est en train de perdre toute la banquise âgée de l'Arctique. Aujourd'hui, il nous reste seulement 1%
de vieilles banquises en Arctique. C'est la banquise qui est la plus solide à la base, en théorie, face au changement climatique. C'est la banquise qui soutient la biodiversité. Et bref, comme la mer de glace, on est en train de l'exterminer à coup d'énergie fossile. Alors cette banquise, non seulement elle est importante pour la biodiversité, mais elle stabilise tout le climat de l'hémisphère nord aussi. Et aujourd'hui, cette perte de banquise aussi rapide, on la ressent directement chez nous. C'est des canicules, au contraire des périodes de grand froid chez nous. C'est des périodes très sèches ou des périodes très très humides. Tout ça, c'est lié directement à cette surface blanche qui généralement renvoie la chaleur du soleil vers l'espace qui est en train de disparaître. Alors, je continue le jeu des 7 familles, parce que tant qu'on est dans les glaces, on n'en a jamais assez, si vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, on va enchaîner avec les grandes calottes polaires. Alors, la mer de glace, pipi de chat à côté de ces calottes polaires. Le Groenland, au nord, le Groenland, c'est 3-4 fois la taille de la France. Quand même Maus. L'Antarctique, au sud, au niveau du pôle sud, c'est 23 fois la taille de la France. Et malheureusement, ces calottes polaires, ce sont véritablement des géantes aux pieds d'argile. Là, ce que vous voyez sur la vidéo, plus les couleurs deviennent chaudes, sombres, plus ça montre la fonte de ces calottes polaires. Et vous voyez en ce moment que le Groenland fond extrêmement rapidement. Là, on est encore en 2014-2015. L'Antarctique est un petit peu en train de traîner les pieds derrière, mais il rattrape très vite le temps perdu. Alors pourquoi elles sont importantes, ces calottes polaires? Déjà parce qu'elles contiennent énormément de glace. Si on perd toute la glace du Groenland, le niveau des océans partout sur Terre augmenterait de 6 à 7 mètres. Donc c'est énorme. Autant vous dire, c'est des pays qui disparaissent. C'est vraiment des centaines de millions de personnes qui sont affectées. L'Antarctique, si tout l'Antarctique venait à disparaître, c'est 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des océans. Bref, c'est immense ces surfaces de glace. Et là aussi, ces surfaces de glace, on fait tout pour les faire fondre le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore franchi les points de bascule irréversibles, mais on s'en approche. Si on dépasse les 1,5 degrés d'augmentation de température, et là, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, malheureusement, on risque de déclencher un effondrement irréversible du Groenland et d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc autant vous dire que c'est certes le niveau des océans qui va être bouleversé, mais c'est aussi les courants océaniques et toute la biodiversité qui est associée à ces équilibres qui sont très fragiles. Alors pour terminer, je voulais vous montrer un graphe que tout le monde ici dans cette salle devrait connaître. C'est vraiment le pire graphe, je préfère vous prévenir. Sur la gauche, vous avez toute une liste d'écosystèmes. Vous avez le Groenland en haut à gauche, l'ouest de l'Antarctique, les récifs tropicaux, le permafrost, la banquise. Voilà, vous pouvez choisir votre écosystème préféré. Et ensuite, sur la droite, vous avez des seuils de température, 0, 2, 4, 6, 8, 10 degrés Celsius. Et vous avez ces petites boules rouges qui vous montrent là où nous pensons, nous les scientifiques, que le point de bascule de ces écosystèmes se trouve. Ce qu'on appelle les tipping points. Plus la science avance, plus on se rend compte qu'en fait, le point de bascule de ces écosystèmes est beaucoup plus proche qu'on le pensait, notamment pour le Groenland. Regardez la première ligne, la petite boule rouge, elle est autour des 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, vous avez tous conscience de l'accord de Paris des 2 degrés et éviter de dépasser les 2 degrés. En fait, plus le temps avance, plus on se rend compte que ces 2 degrés, pour les glaciers, pour les récifs tropicaux, c'est beaucoup trop haut. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir conscience de ça. Ce ne sera pas du tout la fin de l'humanité si on franchit ces écosystèmes. Mais alors, ça va bien être la lutte. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand vous pensez que le Groenland, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et la petite barre rouge, c'est vers la direction qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Plus 2,7, plus 3 degrés. Ça, cette petite barre rouge, c'est notre objectif qu'on va atteindre si nous arrivons à réaliser les plans d'action climat des pays dans le monde. Vous vous rendez compte, ça c'est pas si on fait rien. C'est si aujourd'hui on suit les stratégies qui sont en place par les pays aujourd'hui. Alors cette petite barre rouge, ce qui est génial, c'est qu'elle n'a pas à rester là. C'est pas du tout inexorable qu'elle reste autour des 3 degrés. Mais ça va dépendre que de nous. C'est pour ça que les plans climat sont sans arrêt remis à jour, et heureusement, et qu'on pousse sans arrêt les pays à être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus courageux dans leurs objectifs climatiques. Donc à nous de faire en sorte que cette petite barre rouge, on la shift sur la gauche. Pour terminer, je sais que vous n'allez certainement pas retenir tous les chiffres que je viens de vous montrer, ça c'est clair, même moi j'ai du mal à les retenir. Mais ce qu'on va retenir, je pense, tous et toutes de
ces quelques jours d'université d'été, c'est ce que l'on ressent par rapport à ces sujets-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier de parler des émotions par rapport au sujet du climat, et surtout quand on est scientifique, c'est quelque chose qu'on met souvent de côté. Et je voulais vous partager un petit poème, alors que je montre à chacune de mes interventions, mais c'est un poème en fait qui nous fait vraiment poser la question, qu'est-ce que les générations futures vont penser de nous à ce moment-là ? Il n'y a aucun doute sur le fait que les générations futures se souviendront de nous et nous jugeront basés sur les décisions que nous prenons tous ensemble aujourd'hui. Donc ce poème, c'est un poème qui est traduit de l'anglais, donc ça ne rime pas, je suis vraiment désolée. Mais c'est un poème qui m'obsède et j'y pense vraiment tous les jours. Alors il commence comme ça. Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-petits-enfants me demandent « Qu'as-tu fait pendant que la planète était saccagée ? Qu'as-tu fait quand la Terre s'effondrait ? T'as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler. Quand les mammifères, les reptiles et les oiseaux disparaissaient tous. Est-ce que vous êtes descendus dans les rues pour protester quand la démocratie était violée ? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez ?